Bienvenue à tous, bienvenue sur cette présentation sur le machine learning par un imposteur. L'imposteur c'est moi en l'occurrence, mais avant de commencer je voudrais savoir, levez la main si vous avez plus de 35 ans. Ah, il y en a quand même. Est-ce que les gens de plus de 35 ans, ou peut-être ceux de moins de 35 ans, aux gens de plus de 35 ans, ce slide évoque quelque chose? Non? Ah oui, d'accord. Il faudrait que je parle à Denis. Ça? Non plus? Ça, c'est tiré d'un film qui s'appelle War Games. War Games, c'est un film des années 80, de 83 exactement. Et c'est un film qui a donné envie à une génération de jeunes gamins de devenir informaticiens, de devenir hackers. War Games, ça parle d'un ordinateur intelligent à qui on demande de piloter les armées. Ouais, c'est super. Et il y a un jeune hacker qui arrive à pénétrer le système de la NASA, enfin pas de la NASA, de la défense américaine. Et il croit jouer à un jeu, il se dit ouais c'est super, c'est une société de jeu, je vais le faire jouer à un jeu. Et en fait, il déclenche une guerre thermonucléaire, et en plus contre les Russes, parce qu'on est dans les années 80, et c'était la mode de faire des guerres contre les Russes quand on est américain. Pourquoi c'est important? La morale du jeu, à la fin, il joue à un jeu de morpion, on lui dit, il doit apprendre, l'ordinateur doit apprendre, on le fait jouer contre lui-même, et à la fin, il a une morale, et il dit, c'est un drôle de jeu, pour gagner, il ne faut pas jouer. Bon, c'est pour l'histoire, donc. Je suis peut-être un imposteur, mais j'ai eu envie de faire de l'informatique, et j'ai eu un peu envie de faire du machine learning, grâce au film War Games. Je vais vous mettre une petite définition avant et un petit warning, un petit disclaimer. Ce talk n'est pas un talk sur le deep learning. Voilà, ça c'est dit. Et je suis un imposteur parce que mon métier, c'est pas de faire de la data science. Aujourd'hui, mon métier, c'est de faire de l'ops et du DevOps. D'où l'imposteur. Donc, petite définition préalable. On va parler de machine learning. La meilleure définition que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Le machine learning, c'est une science qui vise à faire à un ordinateur quelque chose pour lequel il n'a pas été explicitement programmé. Donc on peut parler de beaucoup de choses, on peut dire c'est du deep learning, c'est du TensorFlow, non. La définition, pour moi la meilleure définition du machine learning, c'est celle-ci. Donc je vais vous raconter mon voyage dans le monde du machine learning, pourquoi j'en suis venu aujourd'hui à m'intéresser au machine learning, pourquoi je suis venu à faire du machine learning, et pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler de machine learning alors que je suis un imposteur, je suis un ops, et je fais du DevOps. Je vous raconte ma journée. Ça a commencé en 2016, un dimanche matin, à la boulangerie. Je me rends à la boulangerie à 9h30, un dimanche matin du mois de mai, c'était chouette. Ma femme me dit, t'irais pas nous chercher des viennoiseries? Motivé, contraint. Je me rends à la boulangerie, j'arrive, je dis bonjour, je voudrais 4 pains au chocolat s'il vous plaît. Le boulanger me répond, j'en ai plus. 9h30 un dimanche matin, vous n'avez plus de pain au chocolat? Il dit, non, j'en ai plus. En même temps, j'ai été dévalisé si j'avais pu prévoir. Je suis sorti de la boulangerie en me disant, on est en 2016, si j'avais pu prévoir. On est en 2016, quand on upload une photo sur Facebook, instantanément, il reconnaît notre visage. Et des gens, il en connaît plein. On est en 2016, si j'avais pu prévoir, mais on doit pouvoir prévoir. Donc je me suis dit, mais oui, bien sûr, on doit pouvoir prévoir. Moi, je fais de l'informatique, Facebook sait le faire, Google sait le faire, après tout, pourquoi pas moi? Bon, je suis un peu vaniteux, mais c'est mon côté rital. Donc je me suis dit, je vais m'intéresser au machine learning, comment est-ce qu'on peut prévoir une vente de petits pains? J'ai suivi le MOOC que plein de gens ont dû suivre, de Andrew Ng, je pense qu'on prononce comme ça, sur le machine learning. Et le machine learning, la première étape dont il parle, c'est la régression linéaire. On revient sur la définition de base qui est faire à une machine quelque chose pour laquelle elle n'a pas été explicitement programmée. Je rentre dans mon idée de petit pain. J'ai mis des données fantaisistes. Ici, j'ai créé un graphe avec le nombre de ventes de petits pains cumulés en fonction de l'heure. Voilà. J'ai fait un graphe, j'avais un fichier CSV, j'ai généré ça, j'ai généré un graphe. La question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de me dire, tiens, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? Est-ce que je suis capable de prévoir quelque chose ici? Est-ce que je suis capable de me dire, en fonction de ça, je peux faire calculer quelque chose pour savoir combien j'aurais vendu de petits pains en moyenne à midi et demi, par exemple. Sur cette courbe-là, ici, on voit qu'il y a une ligne, une droite qu'on peut imaginer, qu'on pourrait tracer, qui pourrait nous dire, tiens, voilà une
une vieille fonction, f de x égale à x plus b, quelque chose qu'on a appris au collège. On applique cette fonction ici. En moyennant les points, elle est à peu près moyenne. On va pouvoir se dire, bah tiens, j'applique cette fonction-là et je suis capable, si x égale midi et demi, je suis capable de prévoir le nombre de petits pains que j'ai vendus. Bah ça, c'est du machine learning. Aussi bête que ça, c'est du machine learning. Pourquoi c'est du machine learning? Parce que les paramètres A et B, 28,12 et 203,48 qui sont là, enfin moins 203,48 qui sont là, ça, je ne les ai pas programmés. La machine les a trouvés tout seul en fonction des données que je lui ai données. Je l'ai alimenté avec mes courbes de petits pains, mes données de petits pains. La machine a trouvé toute seule les paramètres A et B qui ont permis de déterminer la courbe. Et grâce à ça, bah, je suis capable de déterminer mon nombre de petits pains. Aussi bête que ça. On a une fonctionnalité, donc j'ai pris le nombre de petits pains cumulatifs en fonction de l'heure. On voit qu'on aurait beaucoup d'autres choses qui pourraient rentrer en compte. On pourrait avoir, mettre une feature en fonction de si on est dimanche ou pas, parce que là c'est bien, mais les heures, il n'en vend pas le même nombre le mardi que le dimanche. Donc on rajouterait ce qu'on appelle une fonctionnalité en machine learning. On peut en rajouter plein comme ça. On fait des équations un peu plus compliquées. On fait une régression linéaire, on a gagné. On peut se poser une autre question. Si je fais 130 petits pains et que je ferme à midi, est-ce que j'en aurai assez? Et là, on répond à une question oui ou non. C'est la même idée. On est d'accord. Donc, on va rentrer dans l'idée de prédiction. Est-ce qu'on est capable de prédire le futur? Est-ce qu'on va être capable de se dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai ça en paramètre d'entrée. Est-ce que j'ai fait assez de petits pains? Est-ce que je dois en refaire? C'est la question à laquelle on peut se poser. Bah alors, je reprends mon équation. J'ai dit, j'ai 130 petits pains et je ferme à midi. J'applique mon équation, 130 moins f de 12, je fais le calcul, pouf, moins 3,06. Moins 3,06, ça veut dire qu'à midi, si j'ai fait 130 petits pains, j'en ai pas assez. Il m'en manque 3. Globalement, je suis pas mal. L'idée de faire ça, ce que je viens de faire là, c'est-à-dire que j'ai mis... Il n'y a pas, dans l'autre salle, il y a un pointeur. Il n'y a pas de pointeur, tant pis. Dans l'idée, ce que j'ai fait là, c'est qu'au lieu de faire y égale f de x, j'ai fait y moins ax plus b, et j'ai récupéré le résultat qui vaut 0 ou 1, enfin qui vaut négatif ou positif. Et je pourrais dire si c'est négatif, ça fait 1, si c'est négatif, ça fait 0, si c'est positif, ça fait 1. Ça, c'est ce qu'on appelle un perceptron. Un perceptron, globalement, c'est une petite fonction mathématique, une petite idée. On lui donne des paramètres d'entrée, un ensemble de paramètres, l'heure, le nombre de petits pains, si on est dimanche, si on est lundi, si, je ne sais pas, s'il fait beau. On donne tout ça au perceptron. À la fin, le perceptron, il calcule tout seul et il me donne 0 ou 1. Pour trouver ce 0 ou 1, je ne le programme pas explicitement en lui disant « if, il fait beau, and ». Il est midi, Inde, c'est la fête des mères, Inde, machin. Non, non, ça, il le trouve tout seul. Le perceptron, il adapte tout seul ses poids, les données AX plus B, les poids, ce qu'on appelle le poids de l'équation, il les trouve tout seul pour être capable de donner une valeur 0 ou 1. Et c'est là où on rentre dans la vraie notion de machine learning et de deep learning. C'est que la machine, elle a trouvé tout seul ses paramètres et le savoir, ici, le savoir, ma connaissance de boulanger, moi, enfin, la connaissance de mon boulanger, en l'occurrence sa mauvaise connaissance, se résume, on est capable de la transcrire en un ensemble de valeurs A et B que sont capables de trouver la machine. Donc la machine apprend le savoir du boulanger. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est pas clair. Bon, ça va. Voilà l'idée. Donc voilà l'idée d'un perceptron. Donc un perceptron, c'est assez simple. On est capable plus ou moins de capturer le savoir, ce que je trouve formidable dans le monde du machine learning. Et on va voir après à quoi ça peut s'appliquer, parce que je suis sûr que vous êtes en train de nous dire, c'est bien, il est 11h15, je suis en train d'écouter un talk sur les petits pains. Le mec est fou. Mais on va voir que ça s'applique après à d'autres choses. Donc un perceptron, c'est ça. Et globalement, en empilant des perceptrons, là on a des paramètres d'entrée qui me sortent 0 ou 1. On peut donner ces paramètres d'entrée et les adapter pour autre chose. On les empile, on les assemble. Un perceptron, deux perceptrons, trois perceptrons. On peut même ressortir la perceptron et l'ajouter dans une autre couche, et dans une autre couche, et dans une autre couche. Et on fait ce qu'on appelle aujourd'hui du deep learning. Donc aujourd'hui, ça, l'ensemble des perceptrons qu'on étale, ça permet de créer un réseau de neurones, ce qu'on appelle un réseau de neurones. Et l'empilement des couches de perceptrons, dont les sorties alimentent les entrées des autres, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc voilà, on joue à Tetris, on empile. Donc l'idée du machine learning, l'idée du deep learning, c'est de jouer à Tetris, c'est de récupérer un ensemble de
d'équations. Donc ici, j'avais une équation simple à x plus b, elles peuvent être un peu plus compliquées que ça. Pour mettre 0 et 1, on peut mettre des fonctions mathématiques particulières, genre des sigmoïdes, des tangentes hyperboliques avec des noms barbares, mais j'avais envie de le placer dans la conférence, ça fait chouette. Donc on met l'ensemble de formules mathématiques, on met l'ensemble de perceptrons, et tout ça génère ce qu'on appelle un modèle mathématique. Donc ça, le modèle, on le travaille, on le code, c'est notre modèle d'apprentissage, et le savoir, c'est les poids, c'est l'ensemble des nombres qui auront été trouvés tout seuls par la machine pour pouvoir, quand on applique les paramètres d'entrée à ce modèle avec les poids, on récupère une sortie. Donc voilà la connaissance, voilà comment la machine apprend aujourd'hui, en général. Alors tout ça c'est bien joli, les petits pains, les croissants, l'imposteur, c'est chouette, mais mon travail dans la vie, c'est pas de faire ça. Mon travail dans la vie, je suis consultant en culture DevOps. Ça claque, c'est placé. En gros, je suis ingénieur système avec des termes d'aujourd'hui. Mon travail, ça consiste à faire en sorte, entre autres, que les logiciels qui sont développés fonctionnent le mieux possible, que ce pôle qu'on appelle historiquement l'exploitation, qui coûte de l'argent aux entreprises, ah là là, les vilains ops, soit optimisé, qu'on réduise le temps de réparation, qu'on soit capable de prédire l'élasticité, qu'on soit capable de dire oui, la plateforme va bien fonctionner, oui, tu vas tenir les soldes, pas de problème, tu peux m'appeler à 2 h du matin, si ça ne fonctionne pas, crois-moi, je serai au bout du fil. Voici mon travail. Pour faire ça, pour trouver la meilleure façon de faire ce travail d'Ops et de DevOps et de SRE, et mettez le terme que vous voulez derrière, mais l'idée est là. Pour trouver la meilleure façon de faire de l'Ops et du DevOps, il y a plein d'outils qui existent. J'ai fait de la gestion topologique d'application à la Société Générale. La gestion topologique d'application, c'est définir un graphe, une cartographie de mon application. C'est mon application A en JS dépend d'un environnement d'exécution Node.js qui lui-même est hébergé sur une machine de type Linux qui elle-même a besoin de ressources réseau, qui va se connecter à une base de données. Donc c'est un ensemble de patatoïdes. Donc c'est un graphe qu'on décrit. C'est la topologie de l'application. C'est un des moyens que j'ai utilisé pour faire de l'optimisation de la gestion d'infrastructure et du provisioning. La gestion de configuration. Ça, aujourd'hui, tous les ops s'en font ou connaissent. Mais la gestion de configuration, c'est souvent des machines à état. C'est également un ensemble de systèmes de dépendance. C'est-à-dire quand on fait de la gestion de configuration, souvent on a de l'orchestration derrière. L'orchestration, c'est si je déploie ça, alors je dois déployer ça, alors il se passe ça. Mais peut-être si en parallèle il se passe ça, et on a un graphe qui se définit aussi. Et donc l'orchestration au sens large. Et donc tout ça, ce sont des graphes. Pourquoi c'est important? Parce que dans la recherche du meilleur moyen, les graphes, c'est quelque chose de prépondérant, c'est quelque chose qui va nous servir. Les graphes, ça sert partout aujourd'hui. En informatique, les graphes sont partout. On les voit pas, on en est conscient, on n'est pas conscient. Ils sont dans les outils de gestion de configuration, ils sont dans la knowledge base de Google, ils sont partout. Mais quel est le rapport avec le machine learning? Aujourd'hui, j'ai voulu savoir s'il était possible, en apprenant un ensemble de graphes à une machine, en apprenant les ensembles de chemins de graphes à une machine, s'il était possible à la machine de retrouver ses petits. C'est-à-dire s'il était capable de lui transférer le savoir d'un ops. En gros, ma machine, je parcours des graphes, donc je sais par exemple dans ma gestion de configuration, je sais dans ma topologie d'application, je vais lui tester, si je coupe la base de données, pouf, il se passe ça, etc. Est-ce que je peux apprendre ce graphe à une machine? Est-ce que lui, je peux lui en extraire la connaissance? Est-ce que je peux extraire ses poids de machine? Et est-ce que je peux exécuter ça? On va voir après que j'ai fait un POC, ça marche plus ou moins. Je suis obligé de revoir mes slides parce que j'avoue que j'étais pas super prêt. Pour vous expliquer ça, je vais d'abord détailler un petit bout de code parce qu'on est au DevFest et il y a Dev dedans et il y a Fest. Alors vu que ça n'a pas l'air d'être la fête, on va faire du Dev. Je vais vous présenter un petit bout de code. Vous arrivez à lire? Ouais. Bah ouais, c'était grand. J'ai codé ce qu'on appelle un réseau de neurones récurrents. Alors, un réseau de neurones récurrents, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'était un réseau de neurones. D'accord ? Un réseau de neurones récurrents, c'est un cas particulier de réseau de neurones qui s'alimente lui-même pour faire simple et rapide. J'ai montré dans mon histoire de petit pain
avec mes histoires de poids de matrice, que j'étais capable d'apprendre la connaissance du boulanger. D'accord ? Donc à un instant T, je suis capable, en donnant un ensemble de paramètres, de prendre la connaissance du boulanger, et le boulanger me dit oui ou non. Je vais essayer d'appliquer ça au monde de l'Obs après, en prenant la connaissance de l'Obs. Enfin, j'ai pas la recette miracle ici, vous ne sortirez pas en disant on est au chômage ou c'est super, on a révolutionné la vie. Mais prendre la connaissance de l'Obs, et à la question est-ce que ça va tenir les soldes, qu'on soit capable de lui répondre oui ou non, ou à la question combien va me coûter ma plateforme Amazon, est-ce qu'on va être capable de lui répondre cher ou pas cher? Cher. Ouais. Facile. Pour ça, elle est facile, mais vous le savez. Par l'expérience. Je reviens au réseau de neurones récurrents. Quelle est l'idée? Donc le réseau de neurones récurrents, je disais, il a une mémoire. À un instant T, j'ai la connaissance de mon boulanger, mais j'ai pas de mémoire. C'est pas parce qu'il sait à l'instant T, par rapport aux données que je lui ai rentrées, la courbe d'apprentissage, il sait qu'à 10 heures, il va vendre X petit pain. Mais il y a quelque chose, il y a un facteur qu'on n'a pas pris en compte. C'est que peut-être, aujourd'hui, il en a déjà vendu 850 et que les 850, comme il en a vendu 850, à 10 heures, il ne vendra pas ces petits pains parce que tous les gens sont déjà venus. Et on a besoin de cette mémoire parce qu'on est dans une série temporelle, il vient de se passer quelque chose. Je ne peux pas juste dire à l'instant T, ma généralisation, c'est ça. J'ai besoin d'être dans le contexte et de mémoriser ce qui s'est passé dans ma journée. Le réseau de neurones récurrents, aujourd'hui, ou le long short-term memory, il est capable de mémoriser ce qui s'est passé dans la time series. Donc il connaît à l'instant T et l'instant T est conditionné par ce qu'il a appris dans le passé. Ça devient compliqué. Pour faire ça, un réseau de neurones, ça peut se coder dans plein de choses. On a vu que là, c'était simple. Quand j'ai codé la première régression linéaire, le code est disponible. Le graphe que j'ai généré là, c'est 50 lignes de Go. De Go. Il n'y a pas de pur Go. Il n'y a pas de bibliothèque TensorFlow, il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste du Go. Quand on rentre dans la problématique de base, on est capable de faire des choses simples sans forcément se mettre des frameworks sur le dos. Et c'est bien de comprendre la base. D'ailleurs, il y a un super talk tout à l'heure sur le JavaScript, faire du JavaScript sans comprendre les frameworks. Je vous invite à aller le voir. Pub gratuite. Tu stresses pas, ça va? Donc je reviens sur le modèle LSTM. On a fait un modèle, j'ai codé un modèle LSTM en Go. Je vais vous le montrer ici. Du coup, j'ai pas de réseau, c'est bête. Mais j'aurais dû prévoir. Alors j'ai utilisé malgré tout une bibliothèque qui s'appelle Gorgonia, qui est une bibliothèque de gestion, comme TensorFlow, qui est une bibliothèque de gestion des opérations mathématiques. Prenez ça comme une bibliothèque mathématique. Je le dis tout de suite pour plus d'infos. Là, on a 40 minutes. J'essaye d'être concis. Si le talk vous intéresse, si le sujet vous intéresse, tout ça va être... Je suis en cours d'écriture d'un article qui devrait paraître dans Linux Magazine à hors-série sur le machine learning. Tout ça, tout ce que je vous raconte sera détaillé dedans. Voilà. Donc vous accrochez pas trop sur les détails que vous ne comprenez pas. En gros, le réseau de LSTM, le long short-term memory, ici il est codé, on le voit là. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce qu'aujourd'hui on a fait un parseur d'équations et c'est que globalement l'équation là c'est très mathématique. Vous voyez qu'ici c'est pas du code informatique, c'est pas du Go. Enfin il y a du Go derrière mais c'est encapsulé. Donc c'est juste l'équation mathématique. Si vous allez sur Wikipédia, vous tapez LSTM, vous allez avoir exactement cette formule là. Exactement. Donc oublions la logique mathématique, la fonction sigmoïde, la tangente hyperbolique, le softmax, oublions tout ça. Je l'ai juste copié-collé de Wikipédia. Enfin non, j'ai codé le parseur pour encoder ça, mais oublions tout ça. C'est juste codé de Wikipédia. Donc j'ai codé un LSTM, un réseau de neurones récurrents, qui va s'alimenter de lui-même. Et je vais reprendre l'exemple, pour vous montrer que mon réseau de neurones fonctionne, l'exemple de Shakespeare. Qui connaît l'exemple de Shakespeare sur les réseaux LSTM? 2 personnes. Ok. Je vais donc détailler un petit peu l'exemple de Shakespeare. L'exemple de Shakespeare, c'est un exemple qui a été publié sur le blog d'Andrei Karpathy. Je regarde l'heure pour pas dépasser. C'est un exemple qui a été publié sur le blog d'Andrei Karpathy. L'idée, c'est d'encoder l'alphabet dans ce qu'on appelle un vecteur, dans un tableau à X dimensions, à X entrées. Chaque entrée, ça représente une lettre de l'alphabet. Donc par exemple, A, 1 et que des 0, B, 0, 1 que des 0, C, 0, 0, 1 que des 0, enfin jusque-là c'est clair. On prend un texte de Shakespeare, lettre par lettre, on encode la lettre, on le donne
au réseau de neurones et on lui dit que l'attendu, parce qu'on doit lui apprendre, l'attendu, c'est la lettre suivante. Et on lui dit, donc par exemple, si je dis bonjour, j'encode B, je donne B, je dis que la lettre attendue, c'est O. Et je lui dis, je dis à mon réseau, entraîne-toi, adapte tes paramètres, les poids, tous tes paramètres de matrice, tous tes chiffres, pour faire en sorte que quand je te donne B, tu me trouves O. Quand je te donne O, tu me donnes N. Quand je te donne etc., etc. Et il a une mémoire. Pourquoi il a une mémoire? Parce que si je tape LO, H-E, E-L, ça va. L, pourquoi pas? L, O, ah bah non, j'ai dit que L, c'était L. Donc il a une mémoire parce que je lui ai donné L, sachant que je lui ai passé H, E, E avant. Voilà l'idée de la mémoire, voilà l'idée du Shakespeare. Donc le Shakespeare, pour montrer que mon réseau de neurones fonctionne, je l'ai recodé ici, dans mon LSTM. Et ici, je lui passe, comme on est en France, on va arrêter avec Shakespeare, on va lui passer les tontons flingueurs. C'est un peu plus amusant. Donc là, en fait, l'idée, c'est que je lance mon programme, il devrait apprendre, et je ne l'ai pas lancé depuis super longtemps, donc démogode. Là, il apprend, oubliez les valeurs, c'est une question de coût, etc. On va pas en parler là, mais en gros, il apprend, et au fur et à mesure, je vais lui demander de faire des prédictions. Là, déjà, le réseau est assez efficace parce qu'il est déjà capable de me prédire des mots. Je lui donne juste des lettres, il les prédit lettre par lettre. Il dit, bah tiens, si je mets cette lettre-là, tiens, je mettrais bien celle-là statistiquement, parce que le machine learning, ce sont que des statistiques. Statistiquement, je vais mettre cette lettre-là à côté, je vais être capable de régénérer, il va être capable de me régénérer les tontons flingueurs au fur et à mesure. Bon, là, ça ressemble pas encore à grand-chose. Par contre, il a déjà réussi à créer des mots, c'est déjà pas mal. Là, il apprend, il est en train de lire le texte, il va le lire plusieurs fois. Au fur et à mesure, il va adapter ses points de matrice. Je vais pouvoir capter la connaissance, récupérer juste la connaissance des tontons flingueurs, et je vais être capable d'écrire un Audiard au fur et à mesure. Donc voilà l'idée du LSTM. Le code est sur GitHub, je pourrais vous le montrer. Pourquoi c'est sympa de le faire en Go? Parce que Go, c'est sympa. OK. Et la deuxième raison, c'est que je vous l'ai dit, moi, je suis un ops. Et du coup, l'exploitabilité, c'est quelque chose de super important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du machine learning, j'ai un copain qui dit le machine learning, aujourd'hui, c'est la préhistoire dans l'informatique, et c'est un peu vrai. C'est qu'en gros, ce qui se passe, c'est que les gens, ils importent des frameworks, ils font plein de tests, ils font des trucs en Python, puis ils disent, voilà, tiens, tu le mets en prod, tu branches là, ça va aller. Ou alors, ils bourrent tout dans un Docker, ça se passe mal. L'idée de le faire en Go, Go, c'est portable, c'est assez sympa, et on serait capable de se dire, tiens, je peux apprendre mon réseau d'un côté, quel que soit le format d'apprentissage, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être dans le cloud, j'ai peut-être besoin de plein d'API. Mais pour l'exécuter, pour juste appliquer mon équation, je peux extraire ma connaissance, mon savoir, les poids de matrice, et l'exécuter dans un autre programme qui est moins évolué, qui est juste un runtime pour ma machine learning, pour mon machine learning. Donc voilà, donc on voit que mon LSTM fonctionne. Il génère des choses, c'est déjà pas mal. Donc je le coupe. Je sais que vous êtes super curieux de voir la fin du LSTM, mais à la fin, c'est les tontons flingueurs, on la connaît, quoi. Et donc, du coup, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de choses, j'aurais dû faire le ménage. Ici, je ne sais plus où je l'ai mis. Dans tmpdump.bin. Ici, ce fichier-là, il contient juste mes points de matrice. Ça, ce fichier-là, c'est la connaissance pour écrire un Audiard. Donc ça, on peut se dire, on a le machine learning, on a le modèle, c'est le LSTM que je vous ai montré. Ça, c'est Audiard. De la même manière, je pourrais avoir Shakespeare. Tout ça, c'est la connaissance. Avec ça, je suis capable d'écrire un Audiard. Enfin, en l'occurrence, les tontons flingueurs, il faudrait que j'en mette d'autres pour avoir juste le style. Mais comme je suis capable de le générer, je suis capable de le style, j'ai la connaissance pour générer un Audiard. Et c'est ça qui est vraiment important. Je vais revenir sur mes slides. Pourquoi c'est important, si je les retrouve? Alors là, j'ai raté complètement mon truc. Parce que ça, c'est la chute du film War Games. Shall we play a game? C'est l'ordinateur qui disait ça. Mais comme vous ne l'avez pas vu, c'est con. Denis me doit une bière. L'idée, je vous ai dit dans le film War Games, on a parlé de graphes, on a parlé de plein de choses. Dans le film War Games, à la fin, il joue au morpion. Parce que c'est le jeu le plus simple où il apprend contre lui-même. Et on trouvait ça chouette, et je trouvais ça chouette comme analogie. Avec le fameux Denis en question qui n'est pas ici, on s'est dit, tiens, ce serait sympa de se dire, tiens, on pourrait faire un morpion, ce serait chouette.
Donc, shall we play a game? Est-ce qu'on peut adapter notre LSTM aujourd'hui, notre réseau, pour jouer au morpion? Comment ça marcherait et à quoi ça nous servirait dans l'avenir? Imaginons qu'on ait cette grille de morpion là. Je vais essayer de vous expliquer le cheminement de ma pensée. La difficulté aujourd'hui, c'est que le morpion, c'est ce qu'on appelle un process de Markov. En gros, l'état prochain ne dépend pas des états passés, il dépend que de l'état actuel. Vous êtes en face d'une grille, je peux vous montrer la grille à un instant T, peu importe ce qui a été joué avant, vous êtes capable de prendre la décision, peu importe ce qui a été joué avant. Donc c'est ce qu'on appelle un process de Markov. Du coup, normalement, ma mémoire ne me sert à rien. Parce que, voilà, c'est tout. Elle me servirait juste à essayer de déterminer comment joue le joueur. Dans le cas d'un morpion, c'est compliqué. Quelle est sa façon de jouer? Est-ce qu'il est en mode offensif? Est-ce qu'il est en mode défensif? Ça, je vais le voir au fur et à mesure en observant les joueurs. C'est pour ça que, donc ça, c'est un peu particulier. Comment je fais ça? Pour obtenir cette grille-là, les nœuds, c'est l'ensemble des paramètres de ma grille. Donc j'ai un X en 0, j'ai numéroté ma grille de 0 à 9. Donc j'ai un X en 0, j'ai un 0 en position 3, donc un X en 0 ici, un 0 en position 3 juste en dessous, etc. etc. Et j'ai décrit tous les liens possibles de mon graphe, de ma grille. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé un X en 0, sur une grille vide, je peux placer un O en 8, pardon, ou je peux placer un O en 3, etc. etc. C'est juste les liens, donc ils sont tous liés ensemble. De là, je me dis, bah tiens, si je prends une grille particulière, un ensemble de grilles, je peux extraire mon graphe et donner à partir d'une position donnée l'ensemble des positions qui m'amènent à la grille. J'ai essayé de les détailler ici. Donc si je joue X en 4, j'ai juste pris un exemple particulier, je joue X en 4, les choix possibles qui s'offrent pour arriver à la grille que je vous ai montré sont placer un 0 en 3, placer un 0 en 5, placer un 0 en 7, placer un 0 en 8. C'est les seuls choix possibles. Si j'ai passé le 0 en 3, donc si le premier coup était 0 en 3, du coup je vais passer mes choix possibles sont placer un X en 0, un X en 1, etc. Vous comprenez le truc. Je n'ai pas détaillé tout le graphe parce que ça ferait un gros graphe. Mais globalement, si je suis ce chemin-là, je vais arriver à la grille déterminée ici, la grille que nous avons vue ici, qui est une grille gagnante. Et donc si je fais le brute force de la génération de l'ensemble de mes combinaisons possibles de mon jeu de morpion, gagnante, sachant que je joue en premier, et si je lui fais apprendre tous les chemins de graphe, à un moment il va se retrouver à un graphe en disant « Ah, je vois le chemin qu'il essaye d'emprunter, c'est pas un chemin que je connais parce que moi je veux gagner. Normalement, quand on joue au morpion, c'est pour gagner. C'est pas le chemin, donc je vais essayer de me remettre sur le chemin que je veux et je vais jouer de manière à me retrouver sur le chemin que je veux atteindre, le chemin qui va me mener moi à la victoire. Donc est-ce que ça marche? Un petit peu, sinon. Teasing. J'ai séparé deux choses dans mon graphe. J'ai fait un NNDK, j'ai pris l'analogie du monde Java, donc le Neural Network Development Kit. C'est un ensemble de choses complexes qui sont capables de faire apprendre mon réseau de neurones. Donc j'ai toutes les méthodes pour que mon réseau de neurones apprenne. Donc la méthode de génération du graphe, etc. Il va apprendre. Il va me générer un fichier là, tic-tac-toe.bin. Donc si je le lance d'ailleurs, il va déjà. Bon, ça va pas être. Là, je lance pour le principe pour au moins montrer que ça compile et que ça tourne. Il va apprendre. Ça va être long parce que j'ai beaucoup de. J'ai restreint du coup le joueur. C'est toujours X, donc il joue en premier. Et pour réduire mon training set, il commence toujours par le milieu. Voilà. Sinon, j'avais vraiment trop de graphes à générer. Donc il va apprendre mon tic-tac-toe.bin. Je ne vais pas le laisser tourner. Et après, j'ai généré ce que j'appelle un NNRE. Donc un Neural Network Runtime Environment avec des players, des boards. Et si je le joue, donc ici j'ai plein de fichiers, vous avez vu, j'ai plein de fichiers .bin qui sont plein de connaissances différentes pour jouer au morpion. Plein de connaissances différentes, avec différentes méthodes de résolution. Je vous le passe, ce sera dans le Linux Mag, si ça vous intéresse. Et quand je lance mon NNRE, ici, non, parce que... Voilà. Quand j'ai dit que c'était des fois ça pouvait être mieux préparé, ça j'aurais pu le faire avant.
Pourquoi normalement il y a un truc joli? Là vous voyez quand même? Ah bon, il y a une grille, il me semblait bien. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas dans l'autre police. Donc je vais jouer, donc je joue en 0 par exemple, voilà, lui il joue là, donc je vais jouer en 2, il joue là, ouais, il joue pas si mal en fait. Hein. Bon là du coup j'ai gagné pour le coup. Mais lui il est content parce qu'il considère qu'il a gagné aussi. Après j'ai raté la condition d'arrêt, ah, tout va bien. J'ai gagné, ouais moi aussi, j'en joue un autre. Donc lui il rejoue là parce qu'il estime que c'est toujours la meilleure façon de jouer. Donc je vais l'empêcher de gagner. Ah salaud, ah il est bien parti, ah le salaud. Voilà, ah bah il est pas mauvais, ouais bon bah voilà on va faire match nul. Voilà. Donc voilà, bah, globalement ça marche. Donc je suis capable de parcourir un graphe, de faire apprendre les chemins d'un graphe, de l'appliquer à un réseau de neurones récurrents et ça fonctionne. C'est cool non? Merci. Et pour le cadre de la démo, ce qui serait plus drôle, c'est que là, on a parlé, j'ai séparé le NNDK et le NNRE. Voilà, c'est dans l'idée d'exécution. Le Go, c'est statique, c'est sympa. Mais la mode aujourd'hui, c'est serverless. Et donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose de complètement serverless? Là, on est en pur Go. J'ai quelque chose qui est codé dans un truc Gorgonia, qui est une bibliothèque où il y a certes des bindings d'optimisation en assembleur, mais globalement, il y a des équivalents en pur Go. Je suis peut-être capable de le cross-compiler pour autre chose. Et pour le cadre de la démo, je l'ai cross-compilé de autre chose. Je l'ai compilé en WebAssembly. Et l'idée, c'est de tourner mon NNRE, donc mon intelligence artificielle, directement dans mon navigateur, en récupérant le poids tic-tac-toe.bin, donc la connaissance en runtime qu'il allait chercher ailleurs. Et donc ça, bah voilà, shall we play a game? Je choisis mon neural network. Au passage, je remercie Nico Inchopé parce que ça, c'est du Vue.js. Je suis complètement incapable de faire ce genre de truc. C'est joli, c'est dans les couleurs, il y a plein de joueurs, donc merci à lui. Je vais jouer, c'est le même principe. Normalement, je ne sais pas ce que j'ai mis comme paramètre d'entrée. Mais en plus, celui-là, il est plutôt bien entraîné parce qu'il fallait qu'il joue pas trop mal quand même. Je peux refaire une partie. Oh ouais, il a gagné. Voilà. Ça, il tourne complètement en WebAssembly. Je n'ai pas besoin de serveur. Il va chercher la connaissance en runtime. Donc j'ai un fichier tic-tac-toe.bin qui est la connaissance. Ce fichier-là, c'est la connaissance pour jouer au morpion, de manière entraînée avec des optimisations. C'est complètement indépendant. On est complètement serverless. La boucle est bouclée. Maintenant, on peut continuer à essayer d'attaquer des graphes, d'essayer d'apprendre les choses, de trouver la meilleure façon de faire de l'ops, de continuer à penser serverless et de faire plein de choses. Un petit mot sur l'apprentissage non supervisé, pour boucler avec Wargames. À la fin, dans Wargames, il dit « Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer ». Dans l'exemple que j'ai pris là, ma machine n'arrivera jamais à cette conclusion. Pourquoi ? Parce qu'elle ne joue pas contre elle-même, parce que moi, je lui apprends, je fais ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, je lui ai donné mon ensemble de grilles à apprendre. Je lui ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est ça qui te fera gagner. Dans le film Wargame, et ce que font en général les algorithmes de Morpion, parce que vous pouvez googler sur Internet, vous allez en trouver plein, et je suis certain que vous ne trouverez pas celui-là, absolument certain. Vous allez en trouver plein, ils font de l'apprentissage par renforcement. C'est les choses modernes du moment. L'apprentissage par renforcement, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne? On fait jouer la machine contre elle-même. Et à chaque coup, c'est la carotte et le bâton. À chaque coup, on la récompense. Si elle a bien joué, si elle gagne la partie, on va récompenser la machine, on va lui dire « t'as bien joué », on va lui donner une récompense, adapte tes points en conséquence, considère que ça c'est gagné. Donc c'est de l'apprentissage par renforcement. C'est les choses qui font marcher des robots aujourd'hui. L'apprentissage par renforcement, c'est ça. C'est en gros comment on fait marcher un robot. On lui dit tu as 20 muscles potentiellement, les mouvements possibles de tes 20 muscles sont ça, et le but c'est que tu ailles le plus loin possible. Donc au début il va faire des conneries, et après il va comprendre que quand il fait ça, ah bah tiens, c'est marrant, on m'a donné une pièce, c'est sympa, donc je vais faire ça. Et puis après, il va faire une connerie, il va retomber, etc. Jusqu'à un moment où il va avoir suffisamment de pièces en renforcement pour se dire, je peux avancer. L'apprentissage par renforcement, c'est bien, mais c'est long. C'est quelque chose d'assez sympa qu'on pourrait appliquer aussi dans notre domaine, mais du coup, je voulais juste en parler, parce que les jeux de Morpion fonctionnent comme ça. Le jeu de Morpion de Wargame fonctionne comme ça, mais c'était pas l'idée de mon truc.
Conclusion. Dans le monde du conseil DevOps, moi j'aime bien pousser ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que Google, la notion de Google qui s'appelle le SRE. Et une des bonnes définitions est que le SRE, c'est ce qui arrive quand on demande à des ingénieurs logiciels de développer les opérations. Ma question c'est, les data scientists, aujourd'hui de la donnée, il y en a partout. Est-ce que les data scientists, et la question que je voulais vous poser, vont prendre ce rôle à cœur? Est-ce que les data scientists demain vont être capables de designer des opérations? Parce qu'aujourd'hui, on design des opérations, on est capable de se dire, bah tiens, j'ai un Elastic Beanstalk, j'ai je ne sais quelle fonctionnalité d'élasticité sur un cloud. Est-ce que je programme des choses pour que ce soit fait de manière plus simple? C'est souvent des réactions à des événements, donc on a des événements, on a une réaction, est-ce qu'on est capable de l'anticiper? Est-ce que les data scientists vont nous apporter une réponse à dire, ah bah tiens, en fonction des données, tu vas anticiper ton cloud, tu vas faire ton préchauffage, ça va bien se passer. Donc c'est une des questions que je me pose. Et je me pose aussi des questions, et j'aimerais que vous vous posiez des questions, c'est mon wrap-up aussi, sur le futur de l'Ops. Peut-être que l'Ops, soit il est développeur de ces fonctionnalités-là, soit il est le chef d'orchestre des smart algorithms. Donc le chef d'orchestre des smart algorithms, il faut penser exploitabilité, il faut penser serverless, il faut penser à toutes ces choses-là. Et donc là où aujourd'hui on travaille en DevOps, donc c'est-à-dire les devs avec les Ops, on dit aux devs pensez directement au monde de l'Ops. Peut-être que demain l'Ops, et l'Ops doit avoir une sensibilité dev, peut-être que demain l'Ops on va faire du data scientist, du data geek Ops. Et il faudra qu'on aille parler avec eux pour comprendre leurs contraintes d'exploitabilité, leurs contraintes de passage à l'échelle. Ça c'est une des évolutions possibles de notre métier. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la préhistoire. Mon patron cite souvent Kevin Kelly, qui a écrit un livre qui s'appelle The Inevitable, et il dit, vous vous souviendrez, on dira que tout a commencé en 2017. Alors bien sûr, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Wargames, le film date de 83, il faisait déjà de l'apprentissage par renforcement, enfin il ne le faisait pas, hein, c'est une fiction. Mais tout a commencé en 2017, on est au début d'une nouvelle ère, le machine learning est partout, de toute façon on prenait... Il y a 2 ans, on en parlait, on se disait, ah, ils font des choses. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui testent ça chez eux avec du TensorFlow, avec je ne sais quel framework. On est au début d'une nouvelle ère, tout a commencé en 2017. Mais il ne faut pas oublier une chose, comme on a la préhistoire, le machine learning a besoin de beaucoup d'ingénierie. Il est sorti des têtes des universitaires. On a vu les jolies fonctions tout à l'heure. Moi, je trouve ça joli, après c'est une question de goût. On a vu les jolies fonctions tout à l'heure, c'est très mathématique, c'est très universitaire, mais on a besoin de beaucoup d'ingénierie. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai développé le parseur juste parce que c'était parfois compliqué de comprendre ces équations. Je me suis dit, je peux peut-être juste les copier-coller, ça va me faciliter. C'est de l'ingénierie logicielle, on a besoin de tâches d'ingénierie appliquées au machine learning aujourd'hui. Et donc c'est ça que je veux vous faire prendre conscience de ça aujourd'hui aussi, parce que il n'y a pas besoin d'être data scientist pour faire du machine learning. Et notre travail de demain, soit on se penche dedans, et c'est une passion comme c'est devenu une passion pour moi, soit on a une tâche d'ingénierie à faire et il faut travailler avec le machine learning. Petit point, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'apprendre n'importe quel framework compliqué pour commencer. Commencer par une simple régression linéaire, je mettrai les slides en ligne, une simple régression linéaire, c'est pas compliqué, enfin, c'est suffisamment compliqué pour y passer quelques nuits, hein, franchement, mais une fois qu'on a compris, je ne comprends pas pourquoi j'ai passé des nuits là-dessus, c'est vraiment simple, et ça on peut le faire from scratch. Donc si vous cherchez régression linéaire, vous allez trouver le tutoriel TensorFlow, c'est super, okay, c'est 3 lignes, vous n'aurez rien compris. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur le machine learning par un imposteur. Je vous remercie beaucoup. Vous avez des questions? Alors du coup, est-ce qu'on peut remplacer des ops par du machine learning? Typiquement pour faire les développements, dire bah, tiens, je veux déployer telle application. Déployer l'application, il se charge de faire tout, de réserver le serveur, de dimensionner le serveur, de récupérer les sources. Ouais, alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on pourra? Je l'espère. Je suis désolé, hein, je veux mettre personne au chômage et moi-même je suis un ops, mais je l'espère parce que remplacer des tâches complètement sans intérêt pour qu'on puisse s'atteler à faire de l'ingénierie et des choses vraiment intéressantes pour faire progresser l'exploitation, pour faire progresser le time to repair, pour faire progresser des choses comme ça, oui, c'est quelque chose que je souhaite qu'on puisse faire. Mon but, j'aimerais vraiment, j'ai 40 ans, j'ai vécu les années d'exploitation, on vient de taper sur l'épaule en disant ça va aller. Mon but, c'est qu'on puisse transférer ce savoir-là à une machine parce qu'il ne faut pas oublier qu'une machine apprend beaucoup plus vite que nous.
Ok, elle ne sait pas forcément réagir face à des choses qu'elle n'a jamais vues. Mais 10 ans d'expérience d'un ingé système sur les charges, sur les choses qui ne se passent pas, parce qu'il dit, bah là, en fonction de la mémoire, de l'uptime, des choses comme ça, je te dis que la machine, elle va partir en cacahuète. 10 ans d'expérience de ça, si on fait des tirs de perf sur une machine, les 10 ans d'expérience, elle est peut-être capable de les apprendre en 10 minutes. Voilà, aujourd'hui, donc c'est quelque chose qu'il faut valoriser à mon sens. Ouais. Là, ce qu'on voit un petit peu, c'est un peu ce qui se passe avec la nature, c'est genre on jette tout contre le mur, on voit ce qui colle. Il y a plein de gens qui font plein d'expériences partout, qui font tourner des algos pendant X temps, sur des GPU, etc. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Là, tu as généré des points bin qui sont un peu la connaissance. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ça en commun? Est-ce que c'est possible? C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est possible, oui. En gros, les équations sont des graphes et les poids sont des tenseurs, globalement. Et donc, quand on apprend un modèle, quand on encode un modèle mathématique, on génère un graphe et des tenseurs, d'où le TensorFlow, la descente du graphe. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est trouver un format d'échange entre ces différents frameworks. Il y a une initiative qui existe qui s'appelle ONNX, Open Neural Network Exchange, qui vise à standardiser les graphes et les tenseurs d'équations. C'est une définition qui est écrite en protocole buffer aujourd'hui. C'est pas forcément simple, donc je reboucle avec ceux qui étaient au talk juste avant de Sébastien sur le gRPC. Donc c'est du protocole buffer, ce contrat d'interface qu'il a donné. Donc c'est vraiment cette idée de contrat-là, et en gros on sérialise le graphe et charge au framework ou à l'outil de comprendre ce graphe. Donc les initiatives, c'est l'Apache MXNet qui est poussé par AWS et pleinement compatible avec ONNX parce qu'ils en sont aussi les porteurs. TensorFlow est partiellement compatible dans l'import mais pas dans l'export, je crois. Avec l'équipe Gorgonien, on est en train de bosser sur l'implémentation de compatibilité et ça, ce sera super parce que dans l'idée, le NNDK, ça pourrait tout à fait être TensorFlow dans le cloud. Sur G-Cloud ou sur autre chose, où j'ai des machines, des GPU super puissantes avec des CUDA pour apprendre mes paramètres. C'est là où c'est vraiment très intensif de calcul. J'exporte mon graphe, donc ma connaissance. Aujourd'hui, mon point bin, c'est mon format à moi, mais j'exporte cette connaissance-là et je la tourne dans un autre réseau de neurones. Et c'est là où, par exemple, le Go, ça peut être sympa parce que je pourrais tout à fait avoir entraîné ça dans TensorFlow, dans Python, et on se reverra pour une autre conf l'année prochaine. Je l'ai entraîné dans le cloud, j'exporte et je le tourne en WebAssembly dans mon navigateur. Et là, on a vraiment la séparation des choses, on a vraiment mis de l'ingénierie dedans. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Mais alors du coup, la question qui suit, c'est que ça devient, cette connaissance, elle devient vraiment très importante au niveau de valeur pour une entreprise. Oui. Comment est-ce qu'on s'oriente? Est-ce qu'on part sur un tout partagé? Quelle est ta vision? Oui. Toi, voilà. La vision, c'est tu partages pas forcément le savoir. Tu peux partager, tu peux open sourcer tous les modèles. Ce que tu veux, c'est ce que fait Google avec Inception. Ils ont tous leurs modèles sont open source, presque tous. Par contre, la connaissance, l'entraînement, ce que André Karpathy appelle le logiciel 2, enfin lui il appelle ça software 2, l'ensemble des poids. Ça, pour moi, c'est la connaissance de la boîte. Et à mon sens, ça se partage pas. C'est son savoir, c'est son savoir-faire. Après, c'est à mon sens, et ça n'engage que moi. Mais partager les modèles, oui, c'est comme rendre open source un produit, on rentre dans la même politique. J'ai open sourcé mon produit, super. Voilà, vas-y, utilise le même produit que moi. Mais c'est pas parce que j'ai open sourcé le produit que tu as mon savoir-faire, ma méthode, ma façon de l'exploiter, etc. C'est la même chose, sauf que là, on est aussi sur des données binaires. Sur le savoir, il est vraiment codé binaire, et là, on rentre dans toutes les problématiques philosophiques, etc. Et qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que je conserve pas, qu'est-ce que je donne au public. Mais pour moi, tous les algorithmes devraient être publics. C'est la voie que prenne Google, c'est pour ça que ça avance beaucoup. Ils ont publié leur algorithme qui s'appelle Inception, qui permet de faire de la reconnaissance d'images. On peut le tourner Inception chez nous. C'est super, je l'ai fait, moi, ça reconnaît le pot de fleurs, c'est vraiment génial, on est épatés, on est les rois du monde. Pour arriver à la puissance qu'ils ont, quand on voit dans Google Photos qui te dit bah, t'es là à tel moment, etc., ça c'est leur savoir à eux, c'est leur training set, c'est leurs données, c'est les données qu'on leur a. De toute façon, c'est les nôtres, d'ailleurs. On leur a donné nos données, ils l'ont exploité, ils ont la connaissance, donc ils nous ont donné le modèle, on leur a donné la connaissance, on leur a donné nos data, ils ont leur connaissance. Bon, c'est le jeu, ma bonne Lucette. Parce que je repose des questions qui se sont posées il y a quelques années avec le code, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est la préhistoire, le machine learning.
faut savoir que sur Amazon, en machine learning, on ne va pas forcément exporter le résultat, c'est ça? Alors je ne connais pas les API d'Amazon en tant que tel, parce qu'aujourd'hui c'est la course au machine learning, hein. Tout ça c'est assez exigeant en termes de puissance de calcul, en termes de savoir, et aujourd'hui la course au machine learning c'est de proposer des services à valeur ajoutée en disant, tu vois, je prends l'exemple du Shakespeare, je pourrais tout à fait envoyer mon texte et lui dire, bah tiens, t'occupe pas de rien, j'ai un web service de génération de Shakespeare, mon grand, tu vas voir, c'est trop bien. Par contre, t'exporteras pas la connaissance, c'est du vendor locking d'une certaine manière. Voilà. Ouais, c'est ça. Même si apparemment on développe des algorithmes, on va les faire travailler sur Amazon, derrière en fait on pourra pas extraire la connaissance. Non, parce que c'est leur vendor locking à eux finalement. C'est je suis sympa avec le monde, je suis open source et j'aide le monde, mais viens utiliser mes services et tu verras à quel point ils sont formidables. Oui, mais si je veux sortir, tu peux le refaire toi-même. Voilà. C'est du vendor locking. Et est-ce qu'il y a des alternatives qu'on peut exporter, bah, aujourd'hui, les alternatives pour exporter, ça m'embête de dire ça, mais la meilleure alternative, c'est TensorFlow aujourd'hui, parce qu'ils sont pleinement open source communautaire et l'API de Google Cloud est compatible TensorFlow. Donc on doit pouvoir extraire les graphes TensorFlow, c'est un bon format pivot aujourd'hui, même s'il est rattrapé par les autres. Aujourd'hui, l'alternative, c'est ça, c'est de faire comme Google a poussé Kubernetes en disant tu fais du Kubernetes sur ma plateforme quand tu fais du Kubernetes chez toi. C'est ça qui est formidable. Bah, en gros, ils poussent la même chose en disant tu fais du TensorFlow sur ma plateforme quand tu fais du TensorFlow chez toi. C'est l'idée. Ce qui n'est pas le cas d'Amazon aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils rattraperont avec ONNX, ils ont ce projet-là d'essayer de court-circuiter TensorFlow en poussant ONNX. Mais ils n'y sont pas. Alors peut-être qu'ils y viendront parce qu'ils avaient leur solution de gestion de conteneurs. Aujourd'hui, ils font du Kubernetes aussi parce que Kubernetes a gagné. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'ils arriveront à ça aussi. Peut-être que le format d'échange, ce ne sera pas ONNX, mais ce sera TensorFlow. Ça dépend. Là, c'est des combats de géants. Nous, on assiste. Ça répond à ta question? Oui. Aujourd'hui, les modèles, les algorithmes, c'est fait par les experts mathématiques et c'est la machine learning juste détermine les coefficients. Souvent, c'est ça, oui. Est-ce que demain, la machine learning peut déterminer lui-même l'algorithme? Alors, il y a des initiatives comme ça. J'ai la chance de baigner un peu dans une communauté assez sympa. Il y a des initiatives de reinforcement learning dans l'algorithme. Donc en fait, l'algorithme s'entraîne lui-même et on adapte l'algorithme lui-même pour devenir meilleur. Ça, il y a eu un peu de ça dans AlphaGo. AlphaGo, c'est beaucoup de reinforcement learning, c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc il a joué des parties contre lui-même. Je crois qu'en 3 heures, il avait joué presque toutes les parties qu'il pouvait. Et donc il a appris comme ça. Et il y a d'autres initiatives pour faire du renforcement dans les algorithmes. Mais là, c'est encore c'est la préhistoire. Mais oui, ça se fera. On va y arriver, je pense. Juste pour dire, ce sera la dernière question, parce qu'on quand vous avez passé un peu. Super. Ben voilà. Merci.